ça servait d'exemple comme ça. Donc, bien faire attention, donc surveiller les échanges qui se passent entre les valeurs des différentes variables. En particulier ici, quand je vais A égale B, on voit bien que à ce moment-là, A prend la valeur 3, puisqu'on avait A égale 2, B égale 3. Quand on fait B égale A, ben B prend la valeur 3 aussi. C'est-à-dire que la valeur 2 qui était là, elle a disparu finalement dans les opérations qu'on a fait là. Le deuxième exemple, ça ressemble un petit peu, on fait des échanges. On fait AB, ça devient BA. Donc, à ce moment-là, quand j'échange le 2 et le 3 ici dans les valeurs de A et de B, ce qui fait que finalement, j'ai gardé la valeur 2. Elle s'est simplement enregistrée dans le B. La partie suivante, on fait intervenir une valeur C, enfin une variable C, dans laquelle on met la valeur de A, donc c'était 2. Ensuite, dans A, on met la valeur de B, A devient 3. Dans B, on met la valeur de C, donc B devient 2. Ce qui fait qu'au final, on a toujours gardé cette valeur 2 et elle est enregistrée dans B comme dans l'exercice précédent. Et le suivant, donc il y avait des opérations. Donc si on le suit pas à pas, hein, l'idée c'était quand même de le faire à la main. Certains, je vous avais dit, si vous aviez du mal, vous pouviez toujours tester, ou juste, pas forcément quand on a du mal, juste pour vérifier ses réponses. Vous pouviez tester dans Trinquet ou si vous avez le Python, vous pouvez toujours le tester vous-même. Mais c'est bien de le faire de tête aussi, enfin de tête, dans la main avec un crayon, mais pour comprendre les mécanismes. Et ensuite, simplement faire une vérification à la machine. Et l'idée de réfléchir de tête à ce qu'on fait, c'est important, parce que quand on écrit un programme, il faut qu'on anticipe. Et donc, sur ce qui va se passer. Oui. Égale 3, si j'ajoute, A devient 5. Alors attention, quand je soustrais ici, le B, c'est le nouveau A, donc 5, moins le B qui est égal à 3. Donc c'est là où il faut faire attention. Ce qui nous fait B égale 2. Et quand je fais A égale A moins B, c'est le nouveau B. Donc B égale 2 ici, et non pas le 3 d'avant. Donc on obtient 5 moins 2 égale 3. Voilà. Ça, c'était facile, hein, l'exercice 1, c'était vraiment de la mise en jambe, comprendre un petit peu ce qui se passe quand on affecte une valeur à une variable. Et en particulier, de voir que quand la même écriture ici donne des résultats différents, puisque le B d'un étage et le B de l'autre, il y a eu une modification entre les deux, donc c'est pas la même chose. Alors l'exercice 2, on voulait faire un lancer de dés et puis retourner tous les résultats obtenus. Donc différentes possibilités, et il fallait dire si ça marchait ou pas. Le principe étant d'utiliser la fonction randint 1,6 pour déjà simuler le lancer de dés. Évidemment, donc il y en a qui m'ont posé la question. Dans tout ça, au préalable, on considère qu'on a importé le module random ou au moins la fonction randint ici. Alors dans l'ordre, pas forcément, je vais faire en parallèle la fonction 1, la première fonction. Alors pourquoi est-ce que ça marchait pas? On part ici d'un crochet, donc une liste vide, et puis n fois, donc le i varie de 0 à n-1, on fait bien nos n lancés, ça, il n'y a pas de problème. Je voulais rajouter dans la liste le résultat du lancer. Mais ici, le L, c'est une liste, et ici, le randint, c'est un nombre. Donc, je peux pas ajouter une liste avec un nombre. Si je veux vraiment ajouter, il faut que j'ajoute une liste entre crochets, comme on le fait, en fait, dans la fonction numéro 2 qui était là. Bon, comme j'y suis, pour éviter de tout faire défiler, je vais faire la 6 et la 7. Donc, pour la 6, on part avec une liste vide, donc là, il n'y a pas de souci. On lance la boucle pour faire tous les randint, donc tous les résultats, et on dit, à chaque rang, je fais correspondre le résultat du lancer de dés. C'est-à-dire, L crochet 0, ça va être un randint, un lancer de dés, L crochet 1 aussi, etc. De loin, ça paraît fonctionner, mais de près, ça marche pas. Parce qu'en fait,
L crochet 0 n'existe pas. L crochet 1 n'existe pas, puisque ma liste, je l'ai définie comme une liste vide. Donc, elle n'a pas d'indice. Et comme elle n'a pas d'indice, je peux pas les modifier. Il n'y a pas d'éléments dedans, donc je peux pas modifier les éléments d'indice 0, 1, 2, 3, etc. Puisqu'ils n'existent pas, ils ne peuvent pas être modifiés. Dans la 7, donc c'était la même chose, simplement on l'a proposé avec des crochets. Donc le problème, c'est à peu près le même problème, sauf que c'est pire, parce qu'en fait ici, ça c'est un élément d'une liste et ça c'est une liste. Donc on est en train d'essayer de rentrer en valeur dans une liste elle-même. Ça arrive, mais c'est pas ce qu'on voulait obtenir. Et de toute façon, ça ne marche pas pour la raison invoquée précédemment. Alors, je passe à 3, 4, 8 et 9. C'est pas très ordonné, mais c'est ça évite de trop glisser sur les feuilles. Alors, c'est la fonction lancer 3. Le même principe que la lancer 2. On rajoute bien, on recolle bien des petits bouts de liste, donc tout va bien, sauf que le i, on l'a mis dans un range 1n. Et quand je fais un range 1n, je vais de 1 à n-1. Donc, je n'ai pas fait n lancé de d, mais n-1. Donc, ça va pas parce qu'il me manque un lancer de d. La fonction 4. On peut se dire, oui, c'est bien de faire des plus, mais on avait vu, on se souvient, qu'on a vu pour les listes, la méthode append, .append. Alors, je dis, je vais faire ça, ça va changer un petit peu. Je pars d'une liste vide et au fur et à mesure, donc je prends bien un range L pour pas faire PG comme au-dessus, et je fais L.append et je remplace la liste L. Et en fait, non. Non, parce que la fonction append, elle ne se rédige pas, c'est pas une fonction, c'est une méthode qui modifie la liste L, donc je n'ai pas à refaire une affectation par-dessus. Alors peut-être que c'est bien écrit, voilà. Je vais prendre la 5. C'est un peu désordonné, mais on voit bien le lien entre les deux. C'est le même principe. Je veux travailler avec append et là, ça marche. Donc, tout ça pour vous rappeler que quand on utilise la méthode append, on ne refait pas une affectation. L.append, c'est en soi donc la modification de la liste L. Donc, j'ai pas besoin de la matérialiser par une nouvelle affectation. Donc, bien voir la différence entre 4 et 5. Je remonte, il fallait que je fasse la 8. Elle n'a pas été faite. La 8, c'est vrai qu'elle prend un peu la suite de ce qu'on avait fait à 6 et 7. Je vous rappelle que pour 6, on avait essayé de modifier les termes d'une liste, mais comme la liste était vide, je ne pouvais pas les modifier vu que les termes n'existaient pas. Alors, fort de cette expérience, on se dit, ce qu'on va faire pour pour utiliser cette même méthode, je vais déjà créer une liste vide, pas tout à fait vide, j'ai mis dedans que des zéros. Donc, j'ai créé une liste qui n'a que des zéros dedans. Donc, pour des lancers de dés, il va falloir tout remplacer au fur et à mesure par des vraies valeurs, donc de 1 à 6. Et ce que je fais, au fur et à mesure, à chaque lancer, je remplace le i-ème élément de la liste par un lancer de dés. Donc là, la fonction de 8, elle marche bien. Juste une question. Oui. Pourquoi le range n, il pose pas souci là? Enfin, je comprends pas s'il va quand même jusqu'à n-1, non, du coup? Pour la 8? Oui. Oui, mais il commence à 0. Donc, comme il commence à 0, le range n, à chaque fois, ça va de 0 à n-1. Et de 0 à n-1, j'ai toujours n termes. Parce que de 1 à n-1, j'en ai n-1, mais je rajoute le zéroième, en fait. Et ce zéroième, ce qui fait que range n, c'est toujours n termes. Simplement, ils ont une numérotation un peu spéciale. C'est vrai que dans la vie courante, quand j'ai des nombres, quand j'ai n nombres, je les numérote plutôt de 1 à n. Je prends mes doigts, j'en ai 10, je les numérote de 1 à 10. C'est l'habitude. Mais je pourrais aussi les numéroter de 0 à 9. Ce qui est pas idiot, c'est ce qu'on fait par exemple pour les chiffres quand on veut numéroter un numéro de téléphone. Donc on va prendre 10 chiffres
mais ces 10 chiffres, je les numérote de 0 à 9. Et c'est ce que fait Python systématiquement. Donc, quand on dit range n, on va numéroter n nombres, mais on va les numéroter de 0 à n-1. Ok, d'accord. Merci. Alors, quand on revient, donc après la 8e, la 9e, on se dit, bah dans ce cas-là, oui, l'idée, voilà, c'est ça, la 7 marchait pas, la 8 marchait. Alors, je dis, au lieu de faire remplacer un par un tous les termes par des valeurs par un randint, hein, des valeurs au hasard, je me dis, ben, je vais faire tout d'un coup. Je vais faire n fois le randint. Mais le problème, c'est si je fais n fois le randint, il y a la fonction randint, elle est appelée une seule fois. Ça me donne un nombre au hasard entre 1 et 6, 3 par exemple. Et ma liste, elle va être constituée que des 3. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire. On voulait relancer le dé à chaque fois et non pas dupliquer le résultat d'un seul lancer. Alors, en revanche, sur ce principe-là, c'est-à-dire si je veux pas faire une boucle, la boucle, je peux la mettre dans la liste. Ça, c'est très intéressant comme technique. Ça permet vraiment de compacter l'écriture, de définir une liste en ce qu'on appelle en compréhension, c'est-à-dire on calcule randint pour tous les i dans le range n. Donc, on va avoir ici, c'est ce qu'on appelle la définition d'une liste en compréhension, puisqu'on explique ce qu'on fait dans le crochet, au lieu de la définir avec des vecteurs. Donc, cette fonction lancer 10 ici, très intéressante à réutiliser quand vous referez de l'info plus tard. Bien, donc voilà pour cet exercice 2 autour du hasard. L'exercice 3, travailler sur une liste et trouver le maximum, c'est classique, hein, le maximum, le minimum. On a vu qu'il y avait la fonction max qui existait, la fonction max, la fonction min. On avait travaillé un petit peu sur les listes début d'année. Et donc, on peut utiliser une fonction qui existe déjà. Après, ça marche sur des fonctions, sur des listes de nombres, mais on peut utiliser la même démarche pour d'autres types de rangements, en fait. Donc, voilà les différentes façons de définir la fonction max. On est allé jusqu'à 10 fonctions possibles. L'idée. Alors, je vais essayer peut-être de partir d'une qui marche bien. Je vais partir de la 6, parce que la 6, elle marchait bien, puis revenir à des fonctions qui marchent pas après. Alors, la 6, pourquoi elle marche bien? On part du premier élément de la liste. Donc, on a une liste qui est numérotée de 0 à n-1, puisque sa longueur, ça va être n. Donc, je prends le premier élément de la liste. L0, c'est pas forcément 0, hein, ça peut être -3, -5, 7. Donc, ça, c'est le premier élément de ma liste. J'appelle n la longueur de la liste classique. Et puis, je vais parcourir tous les éléments de ma liste L, non pas à partir de 0, mais à partir du rang 1 jusqu'au rang n-1. Non, c'est pas normal que Emma, elle n'entende plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je relance. Il y a Emma qui envoie un message désespéré en disant qu'elle n'entend pas. Je vais relancer un petit peu et puis on va voir si ça... Hop. C'est parti. Emma, si tu entends, envoie, fais-nous signe. Ah, Emma, fais un signe si tu entends, parce que sinon, je crois que tu n'entends pas. Pas de signe d'Emma. Ça arrive souvent, ça, mais il faut que la personne se déconnecte et reconnecte, sauf qu'avec le problème de stream actuel, elle pourra pas se reconnecter. Il faut que je redéconnecte, qu'elle se déconnecte et qu'on se reconnecte tous après. Non, en fait, moi, personnellement, ça me le fait régulièrement. Je me déconnecte et je reconnecte et ça marche, sauf que maintenant, vu qu'il y a des problèmes de stream, bah, du coup, si vous laissez le stream, elle pourra pas se reconnecter, je crois. Alors, mais là, je sais pas.
et je la vois. Alors, je sais pas si elle entend. Emma, est-ce que tu entends? Mais vous, ah oui, moi, je l'entends pas, effectivement. Après, ça, c'est pas très, très grave. Si Emma, elle m'entend et que moi, je l'entends pas, c'est pas dramatique. Ok, ouais, c'est ça. T'entends, c'est le principal. Bon, bah, c'est bon, bah, je continue. J'espère que les gens m'entendent. Si je vous entends pas, vous pouvez envoyer des petits messages. Je repars ici. Ça, c'est des élèves qui sont sages, au moins. Je les entends pas, c'est calme. J'étais repartie sur la notion donc du maximum et j'ai dit que j'allais partir de la fonction 6 parce que elle marchait, donc c'était plus facile de donner ça comme point de départ. Donc on part avec la première valeur, donc avec l'élément 0 de la liste, et ensuite je vais parcourir tous les autres éléments à partir du rang 1 et jusqu'au bout. Si je teste, je compare mon M ici, qui est censé être en fait le maximum. Je cherche petit m le maximum. Donc au début, j'ai dit je prends le premier. Ah, c'est le maximum par rapport à lui-même, c'est sûr. Mais après, il faut que je le compare par rapport aux autres. Et si jamais il se trouve être plus petit que l'élément numéro 1, numéro 2, ben, je me dis c'était pas lui le maximum en fait. C'est mon élément numéro 1 ou numéro 2 maintenant le maximum. Donc le nouveau maximum, ben, ça va être cet élément numéro 2. Et puis je vais faire ça jusqu'au bout de la liste. Donc forcément, au fur et à mesure, dès que je rencontre un qui est plus grand, c'est lui qui devient le maximum. Il devient chef, quoi. Il est plus fort, il devient chef jusqu'au bout. Et si je parcours toute ma liste, j'ai trouvé lequel était le plus grand. Donc, grâce à cette fonction maximum 6. Et je compare. Alors, la fonction maximum 1, elle ressemble un peu. Qu'est-ce qu'il y a de différent? On parcourt tous les éléments. Pourquoi pas? C'est pas très grave de comparer avec le zéroième, mais le problème c'est que je suis pas partie d'un élément, je suis partie de 0. Alors on peut dire bah oui mais 0 il est plus petit que tout le monde. Bah non, pas si dans la liste j'ai des éléments négatifs. Donc ça c'est piégeux. Ça marche si on prend que des nombres entiers positifs, mais si on prend des éléments négatifs, c'est pas forcément des nombres entiers non plus. Bref, c'est pour ça que ça bloque. Alors c'est comme la fonction 1, sauf que là, pour le coup, ici, je prends un élément de la liste. Je prends le premier élément et je vais comparer tous les termes par rapport à ce premier élément. Et y compris lui-même. C'est pas grave, je peux comparer. Je travaille avec des inégalités strictes. C'est pas, je peux aussi. Je vais modifier en fait mon maximum provisoire que si je trouve un nombre strictement plus grand. Donc ici, je le faisais quand je trouvais un nombre supérieur ou égal. Peut-être que je faisais trop de modifications finalement. Donc la fonction 2, elle marche. La 6, elle marche. La 1, elle marche pas. Et la 7, il y a un problème. C'est que dans le range, j'ai parcouru tous les termes du premier, donc le zéroième. Je pouvais comparer avec le terme 0, c'est pas grave. Mais si je m'arrête à n-1, en fait, je m'arrête à n-2. Quand je fais un range n-1. Donc, je m'arrête à l'élément n-2 et l'élément n-1, il n'a pas été considéré. Donc, peut-être que c'était lui le plus grand. D'où le problème. Alors, ensuite, les 4 suivantes. Attendez, ici. Madame, j'ai une question juste. Pourquoi, du coup, le range n, ça va jusqu'au n-1. Du coup, le dernier terme, on le prend, on le prend pas en compte, il peut pas être maximum. Si, parce qu'en fait, le dernier terme, il s'appelle n-1. C'est toujours le problème quand on compte avec Python, c'est que sur mes 10 doigts, si je les numérote de 0 à 9, quand j'ai parcouru de 0 à 9, j'ai bien parcouru mes 10 doigts. Et donc, quand je fais range n, j'ai parcouru ma liste en prenant tous les termes de 0 à n-1, mais il n'y a pas de terme numéro n. Le dernier terme, c'est bien le terme n-1. Mais ici, c'est que le terme n-1, je l'ai pas pris du tout. Alors, les fonctions suivantes. Alors, la fonction numéro 3, elle a un problème parce qu'en fait, le return, il est mal indenté, il est dans la boucle. Ça veut dire qu'en fait, on fait juste le premier tour de boucle et on retourne tout de suite. Donc, en fait, on a juste fait le terme pour i égale 0. En fait, on n'a rien fait.
La 4, elle a aussi un problème d'indentation du même ordre, sauf que c'est encore pire, parce que c'est carrément, enfin, c'est dans le if. Alors là, des fois, ça retourne carrément rien. Ça dépend de la valeur du test. Donc, soit ça retourne rien, soit ça retourne le premier maximum provisoire. Donc, en tout cas, on n'a pas parcouru. Ici, on parcourt pas toute la liste, donc ça marche pas, ni la 3 ni la 4. La 8. Alors, la 8, on est à nouveau en train de jouer sur ces histoires de range n-1 là. Je prends la longueur de ma liste et ici, mon maximum provisoire, au lieu de prendre le premier terme, j'ai pris le dernier terme. Donc, n-1, c'est bien le dernier terme. Et ensuite, j'ai comparé ce dernier terme à tous les termes de 0 jusqu'à n-2. Ben, ça va marcher. Parce que quand je compare avec 0, 1, 2 jusqu'à n-2, j'ai bien comparé ce dernier terme avec tous les autres. Donc, ça tourne. C'est un petit peu atypique, mais ça marche. Donc, la 3, on a vu que ça marchait pas. La 4 non plus. La 8 fonctionne. La 9, elle ne fonctionne pas. Parce que si je prends comme point de départ L crochet N n'existe pas. C'est comme dans mes doigts. Si je prends le doigt numéro 10, si je les ai numérotés de 0 à 9, je n'ai pas de doigt numéro 10. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Les deux dernières ici, là, la 5 et la 10, elles marchaient gentiment. Ici, on a fait un range de 1 à n, c'est-à-dire qu'on va de 1 à n-1, et on a démarré avec le premier terme, c'est le terme numéro 0. Donc, on l'a bien comparé avec tous les termes, il n'y a aucun problème. Et puis, la 10, en fait, on va faire des comparaisons, mais en partant de la fin. Pourquoi pas? Ça dépend de ce qu'on cherche, hein, comme technique, comment sont rangés les termes éventuellement. Donc, je prends la longueur, je prends le dernier terme, c'est-à-dire le terme numéroté n-1, et je vais prendre les i de 1 à n-1. Et je vais comparer, donc je compare en partant de la fin, parce que si vous prenez i égale 1, je vais comparer avec n-2. Pour i égale 2, je vais comparer avec le terme n-3, et ainsi de suite. Et pour i, alors le dernier i, c'est le i égale n-1, et je vais comparer avec L crochet 0. Donc, j'ai parcouru la liste, mais de la fin jusqu'au début. Et j'ai comparé à chaque fois tous les termes avec ce maximum provisoire. Donc, au fur et à mesure, je récupère le maximum provisoire. Voilà pour l'exercice. Alors, l'exercice 4, pareil, il faut dire ça marche ou ça marche pas. Certains étaient perturbés parce qu'on disait la boucle termine. Et il y en a qui se sont dit, oui, mais parfois on rentre même pas dedans. Est-ce que quand la boucle commence pas, est-ce qu'on peut considérer qu'elle termine? Et oui, on va dire oui. En fait, le problème, c'est quand la boucle termine pas, c'est-à-dire que la fonction, elle retourne rien, et puis et c'est qu'on a une boucle while qui est infinie. Puis quand on essaye de fermer, ça vous dit il est encore en train de courir, est-ce que vous voulez le tuer? Donc, c'est ces cas-là qu'il fallait éliminer. Donc, en fait, il fallait répondre soit une valeur, quand il y avait une valeur, soit faux, quand il n'y avait jamais rien. Les plus difficiles, c'est quand il y a un et ou il y a un ou dans la condition, en fait. La fonction 1, donc tant que n est plus grand que 2, j'enlève 3, donc je pars de 10, ça fait 10, 7, 4, 1, et 1, c'est pas plus grand que 2, donc je sors, je retourne 1. La fonction 2, je pars de 10, et tant que c'est différent de 2. Mais c'est un petit peu, c'est pas pareil que la fonction 1, donc je fais 10, 7, 4, 1, moins 2. Et c'est toujours différent de 2. Donc la boucle, elle continue à l'infini. Donc elle ne termine pas. La fonction 3, donc là, ça posait la question des boucles qui ne commencent pas. On est sur une boucle qui ne commence pas, puisqu'on est à 10, et on doit faire la condition, c'est si c'est plus petit que 2. Comme c'est pas plus petit que 2, ben je commence pas, et je sors tout de suite le 10. Donc là, il y avait une valeur, il suffisait de donner la valeur. La 4, ah ça c'est compliqué, il y a un ou.
Donc, on va continuer tant que n est plus petit que 9 ou qu'il est plus grand que 2. Alors, n égale 10. N égale 10, il était plus grand que 2. Donc, ma boucle, c'est bon, elle est lancée. Et ensuite, je fais n-3. Quand je fais n-3, j'obtiens 7. Ça n'a pas été détaillé là. Je ne veux pas critiquer, c'est M. Eger qui a fait ce beau corrigé. Ici, donc, quand on était à 10, je fais n-3, je suis à 7. Quand je suis à 7, c'est bien plus grand que 2. Donc, et c'est aussi plus petit que 9. Donc, je fais moins 3, je passe à 4. C'est plus grand que 2 et c'est plus petit que 9. Donc, la condition est bien vérifiée. Donc, je descends encore, je suis à 1. C'est plus grand, on ne peut pas dire que ce soit plus grand que 2, mais comme c'est plus petit que 9, ben, je continue. Puis en fait, à force de continuer, de toute façon, ce sera toujours plus petit que 9. Donc, je vais continuer une infinité de fois. Ça s'arrête jamais. La 5, il y a un ou aussi, mais on va arriver à sortir parce que je pars de 10. 10, c'est plus grand que 9. C'est pas plus petit que 2, mais c'est plus grand que 9. Donc, je fais moins 3, je suis à 7. Je regarde 7, c'est pas plus grand que 9. Mais c'est pas non plus plus petit que 2. Ah bah donc, je peux pas continuer. Donc, je m'arrête et je sors 6. Allez, je remonte ici. La fonction 6. Je pars de 10 et tant que c'est plus grand que 2, j'ajoute 3. Et comme c'est tout de suite plus grand que 2, bah, c'est tout le temps plus grand que 2 parce que j'ajoute 3, je suis partie à l'infini. La fonction 7, je vais continuer tant que c'est plus grand que 9 ou plus petit que 2. Comme je pars de 10, c'est déjà plus grand que 9, j'ajoute 3. Ça va toujours être plus grand que 9. Donc cette condition-là, elle va toujours être vérifiée. J'ai même pas besoin de regarder l'autre, mais ça tourne à l'infini. La suivante, plus grand que 9 et plus petit que 2. Ben ça, c'est pas possible d'avoir les deux à la fois. Donc comme on partait de 10, on rentre pas dans la boucle, on sort à 10. Donc effectivement, on a une boucle qui est impossible, mais elle termine parce qu'elle commence pas. La fonction 9. La fonction 9, je regarde les conditions. Là, c'est plus grand que 9 et plus petit que 20. Donc ça existe, plus grand que 9 et plus petit que 20. Je démarre à 10, ça marche très bien. Ensuite, je suis à 13, ça marche encore. 16, ça marche encore. 19 encore. Et 22, ben 22, non. Parce qu'on est sorti. C'est bien plus grand que 9, mais c'est pas plus petit que 20. Donc, je m'arrête. La 10, avec un ou. La différence entre les deux, c'est un ou. Et là, le ou va toujours être vérifié, parce que plus grand que 9 en partant de 10, ou plus petit que 20, le plus petit que 20, on s'en fiche en fait, ça va tout le temps être plus grand que 9, donc ça va continuer. Ça va jamais s'arrêter. Donc j'obtiens, ça boucle pas, donc c'est pas possible, ça ne termine pas. Alors, l'exercice suivant, il n'y a pas forcément celui qui a posé le plus de problèmes. On avait une suite, donc une suite récurrente d'ordre 3 en fait, si on regarde comment elle est construite, et il faut ressortir le terme de rang n. Donc c'est un petit peu la difficulté, parce que parfois on sort bien un terme, mais c'est pas le terme de rang n. Alors, le premier exemple, c'est assez classique, on a déjà rencontré ça quand on avait fait la suite de Fibonacci, mais elle était récurrente d'ordre 2 et non pas d'ordre 3. Je pars de mes trois premiers termes 0, 1 et 2, et puis je les modifie. Donc, au fur et à mesure, je décale. Le U, maintenant, devient la valeur de l'ancienne valeur de V, donc ça devient 1. Le V devient 2, et le W, la somme des trois. Donc, le W, maintenant, c'est la somme des trois, c'est bien 3. Donc, le W, c'est bien UN plus 3. Et je fais ça à chaque fois. Je décale tout, et le W, c'est la somme des précédents. Donc, ça fonctionne bien. Et au rang n, on voit bien que ici, au rang 0, on a U0. Au rang 1, on a U1. Donc, au rang n, le petit u, c'est bien UN. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je continue. Je déroule la numéro 2.
La numéro 2, ça décale, mais ça décale pas assez, en fait, puisque je fais le calcul que n-1 fois au lieu de faire n fois. Alors, on pourrait dire, c'est pas grave, il suffit de retourner v. Et c'est vrai que si je retourne le v, ça va marcher. Ça va marcher, sauf pour le cas n égale 0. Ça marche pour le rang 1, 2, 3, etc. Pour récupérer en s'arrêtant un cran avant, on récupère bien, pour le v, c'est bien le un. Mais sauf pour le cas n égale 0, parce que le range ne va pas marcher. Alors ici, on veut faire les affectations, non pas d'un seul coup, mais une par une. Donc, on remplace U par V, c'est un peu ce qu'on faisait là. On remplace V par W, ça marche. Et W par U plus V plus W. Le problème, c'est qu'on a perdu, parce que ce qu'on voudrait mettre ici, c'est l'ancienne valeur de U et l'ancienne valeur de V. Mais on les a perdus du fait des affectations précédentes. Quand on fait tout d'un coup, comme ici, hop, on les perd pas, puisqu'on fait tout en même temps. À gauche, ce sont les nouvelles valeurs, à droite, les anciennes. Or, ici, maintenant, là, ce sont les anciennes valeurs, mais les précédentes. Hein. La dernière valeur de U, en fait, c'est V, et la dernière valeur de V, c'est W. Donc, c'est pas les bonnes affectations. Si on veut faire ça pas à pas, on peut le faire, mais il faut introduire une fonction, une variable, pardon, qu'on va appeler auxiliaire, que j'appelle X, qui prend en compte donc la somme des trois, et ensuite je fais tout le décalage. Je calcule le nouveau U, le nouveau V et le nouveau W en ayant mis de côté, en fait, mis en réserve les anciennes valeurs. C'est pour ça que la 4, elle marche. La 5, l'idée c'est de construire la liste de tous les résultats. On peut, c'est un peu plus lourd en termes de mémoire. En général, on n'a pas besoin de garder en mémoire la liste de tous les résultats. C'est pour ça que souvent on le fait pas. On fait plutôt comme dans la fonction 1. Alors je crée la liste avec ça, c'est U0, U1, U2. Donc en fait, L crochet N, c'est UN tout simplement. Et je rajoute au fur et à mesure la somme des précédents. Donc ici, je vais rajouter pour I égale 0, 0, 1 et 2. Donc je vais rajouter les trois termes précédents. Pour I égale 1, je vais rajouter 1, 2, 3. Et ça va me faire gonfler ma liste au fur et à mesure avec la méthode happen. Et ensuite, je vais prendre le terme crochet n, et on a vu que le terme L crochet n correspond à la suite au rang n. Alors, autre méthode, toujours avec la même chose, je me dis c'est peut-être pas la peine de tout calculer, parce qu'en fait, ici, j'ai calculé, j'avais déjà 3 termes, et j'en ai rajouté n. Donc, en fait, j'ai les termes U0, U1, U2, et je rajoute n termes, je fais jusqu'à n plus 2. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'à UN plus 2 si on veut juste calculer UN. On peut s'arrêter à n-1, c'est-à-dire, ou à n-2, donc les deux fonctions qui sont là conviennent. Là, je construis la suite jusqu'à n plus 1 et je prends le terme de rang n. Là, je construis la suite jusqu'à n et je prends le terme de rang n, ça marche. Alors, ici, ça a l'air de fonctionner de la même façon. Je me dis, je reprends la méthode qui était là. Si je reprends la méthode qui était là, et la différence, 0, 1, 2. Et si je prends le terme, voilà, c'est ça. Si je prends le... Non, il y a un problème. 1, 2, 3. Si je reprends le terme suivant, pardon. Voilà, si je prends le terme suivant, Ln plus 1, quand on a fait un range n-1, donc on a construit tous les termes de la suite ici jusqu'au rang n plus 1. Mais de toute façon, ici, on va récupérer, il y a un décalage. C'est faux, mais pas forcément pour la bonne raison qui était écrite ici. Parce qu'ici, on va récupérer le terme un plus 1. Donc, c'est pas très intéressant de récupérer le terme un plus 1. Et en plus, on a un problème pour le cas n égale 0.
à cause du range. Donc, voilà toutes les fonctions, les différentes possibilités pour l'exercice 5. Madame, oui. On peut revenir sur les lettres UVW parce que je comprends rien là. Là, ici Au-dessus, oui, tout partout là. Bah, oui, là où il y a des UVW. Je vais essayer de me mettre au tableau et regarder ce qui se passe dans les deux cas. Alors, si je prends celle qui marchait bien, donc la 1, là. La 1, je fais UVW. Je vais me le mettre au tableau. La caméra est là, c'est bon. Alors, on met UVW. Et au départ, dans U, on avait mis les termes 0, 1, 2. Donc, on fait un range. Ça, au début du range, c'est donc I égale. On n'a rien fait encore. C'est carrément avant. Alors, quand on est à I égale 0, on a dit qu'on faisait quelle opération? On a fait U égale V. Donc, le V vient là. On a fait simultanément V égale W, donc le W est bien là. Et dans le W, on a mis quoi? On a mis la somme des trois qui étaient là. Il nous fait 3. Donc, à la fin, quand on a fait I égale 0, on a je vais aller un peu plus loin parce que moi je suis à I égale 1. Je vais aller jusqu'à I égale 2 pour comprendre. Alors, I égale 2, ça correspond, quand je fais 0, 1 et 2, c'est que je fais un range, 3. Quand je fais range 3, je fais 0, 1 et 2. Ça va, vous laissez bien, ça ne brille pas trop. Alors, je continue. Quand je suis à I égale 1, au tour suivant, je fais les mêmes manips, c'est-à-dire le 2 qui est là, je le mets dans le U. Le 3 qui est là, je le mets dans le V. Ça, c'est la manip que je fais quand je fais UVW égale VW et la somme. Et la somme, je retiens, je prends les 3 d'avant, je les ajoute et ça fait, je fais des super calculs, ça fait 6. Alors, là, au rang d'après, même chose. Le U, je mets dedans la valeur qui arrive dans le V. Le V, je mets dedans la valeur qui arrive dans le W. Et dans le W, j'ajoute les 3. Ça fait 11. Voilà. Maintenant, quand je m'arrête ici, donc, range 3, je m'arrête, puisque je suis arrivée à I égale 2. Et on a dit qu'on devait ressortir la valeur, en fait, c'est la valeur U. Donc, la valeur que je vais ressortir, c'est celle-ci. Alors, on a fait un peu trop de calculs, parce qu'en fait, ces deux-là, elles ne servent à rien. Je ressors la valeur U, qui doit bien correspondre à U2. Ça, c'était U0. Ça, c'était U0. Ça, c'était U1. Ça, c'était U2. U2. Et donc, forcément, celui-ci, c'était U3. Ici, ça, c'est U3. Ça, c'est U3. Donc, ça a bien bouclé. En fait, à chaque fois, ça, c'est U0. Ça, c'est U1, U1. Ça, c'est U2. Et celui-ci, c'est U3. Donc, quand on fait range 3, celui qui sort là, c'est bien U3. Voilà comment ça se remplace au fur et à mesure.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois, quand on écrit c'est ce qu'on avait au début dans le premier exercice. Hein. Quand j'écris U égale V, ça veut dire, donc attention, ça c'est à gauche, ça c'est la nouvelle valeur, et ça c'est l'ancienne. Voilà. Donc, le égal, c'est pas une égalité, c'est une affectation. Donc, on prend les anciennes valeurs et on les met dans la nouvelle valeur de la variable. J'espère que ça va un peu mieux. Alors, l'exercice 6, une suite ici. Fallait bien mettre ce qu'il fallait dans le range, c'est un petit peu délicat. On peut tester des choses, mais bien réfléchir à la situation. On a donc U0 égale 2 et il faut calculer U1, U2, etc. Si je le teste avec ça, avec n égale 1 par exemple. Si je veux juste calculer U1, pour calculer U1, il faut que je mette 2 moins 1. Ici, il faut que je mette divisé par 2, et là, fois U0. Je regarde ce que je fais si je fais dans une boucle for. Si je prends n égale 1, donc on a un range 1, 2. Le range 1, 2, ça veut dire que il n'y a qu'une seule valeur dans ce range, c'est k égale 1. Et pour k égale 1, donc ça va remplacer ici le n, qui est un k, va être remplacé par 1. Ça va me faire 2, et ça fait 2. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc, à chaque fois, en fait, on part de U0 ici, et puis, pour chaque valeur de K, à partir de U0, pour K égale 1 ici, je vais calculer U1. Ensuite, pour K égale 2, à partir de U1 qui est là, je vais calculer U2, etc. Donc, ça va boucler. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ici, c'est la nouvelle valeur de U. Et ça, c'est l'ancienne valeur de U. Et je fais subir des choses. Donc, celle-ci, à tester éventuellement, mais bien comprendre ce qui se passe dans l'expression qui est là. Pour certains sont gênés parce qu'ils disent oui, mais on va jusqu'à n plus 1 alors qu'on veut aller que jusqu'à n. Je vous rappelle que quand on va de 1 à n plus 1 dans le range, on va que de 1 à n. On fait bien, on fait n opérations. Donc, voilà pour la première. L'exercice 7. L'exercice 7, on l'avait déjà fait. Mais c'est vrai que certains disent oui, mais j'avais pas mes documents, parce que c'était resté à Poitiers. Donc, ça vous obligeait à tout réfléchir. Et certains m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour calculer un produit. Est-ce qu'il y a une fonction produit? Il n'y a pas de fonction produit. C'est la seule chose. Et il n'y a pas de fonction somme non plus. La fonction somme qu'on connaît, c'est pour une liste. On sait ajouter tous les termes d'une liste. Mais ajouter des nombres comme ça, il n'y a pas de fonction somme. Comme il y aurait le sigma dans les nombres, quand on est en maths. Ici, il n'y a pas non plus de fonction ni somme ni produit, donc il faut faire une boucle en fait. Il faut les multiplier au fur et à mesure, de la même façon qu'on peut éventuellement les ajouter au fur et à mesure. C'est ce que vous avez dans l'exercice 8. Donc, multiplier au fur et à mesure. Au départ, quand on dit qu'on prend P égale 1, c'est que ici, en fait, on met un nombre 1 sur lequel on va tout multiplier. On fait ça pour les sommes. Pour les sommes, on part de 0. Et sur ce 0, on va poser tous les termes au fur et à mesure. Donc voilà pour le point de départ. Donc, on part avec 1. Et puis, ce 1, on va le multiplier progressivement. On va le multiplier d'abord par n sur 1, ensuite par n moins 1 sur 2, etc. Donc, à chaque fois, par un terme de la forme
n moins i sur quelque chose. Et alors, pas tout à fait sur i, parce que si ici j'ai i égale 1, là, je divise par 2. Donc, c'est plutôt n moins i sur i plus 1. Et ici, c'est n moins 0 sur 0 plus 1. Ça marche. Alors, attention ici, le n moins k plus 1, si je veux réécrire encore, je vais rajouter les trucs dessus. Ici, ce n moins k plus 1, c'est en fait n moins, entre parenthèses, k moins 1. Donc, c'est comme si en bas, on avait k moins 1 plus 1. Donc, on est bien sur, en bas, c'est le i égale k moins 1. Donc, je fais k moins 1 plus 1. Donc, à chaque fois, en haut, vous avez n moins i, pardon, et en bas, vous avez i plus 1. Donc, on a fait des opérations à chaque fois de la forme je multiplie par n moins i, je divise par i plus 1. Alors, ce i varie de quoi à quoi? Au minimum, ici, là, il était à 0, puisque j'ai n moins 0 sur 0 plus 1. Au maximum, ce i, je le fais apparaître ici, là. J'ai insisté, c'est k moins 1. Quand on va de 0 à k moins 1, c'est bien un range k. Et ensuite, on a multiplié. Le 1, ici, en fait, il apparaît là. Hein. Il doit si on veut le mettre quelque part, il faut le mettre juste avant. C'est 1, il apparaît là. 1 multiplié par quelque chose. Voilà la l'URSA. Donc, c'est ce P égale 1 du début, c'est l'initialisation. Et sur ce 1, on accumule les multiplications au fur et à mesure. L'exercice 8 était du même genre, sauf que c'est des sommes. Donc, quand on a une somme, en général, on part de 0, et dessus, on va accumuler tous les termes. Donc, simplement, la difficulté ici, c'était de ne pas faire apparaître ni les a puissance 4, donc la fonction puissance, ni les factoriels. Alors, l'idée, c'est de voir que cette suite U, qui s'écrit AK sur factoriel K, en fait, je passe d'un terme à l'autre je prends le terme UK-1, je multiplie par A et je divise par K. Et si je multiplie par A, j'ai une puissance 1 rang dessus. Si je divise par K, donc là, c'est la relation entre K-1 et K. Certains m'avaient demandé la relation entre K et K plus 1, comment on passait de l'un à l'autre. Ça, faut décaler d'un cran. Hein, donc, on démarre avec le premier terme, c'est le U0 égale 1. Donc, on part de la somme ici égale à 0. On prend U0 égale 1, donc le premier terme ici, parce qu'effectivement, ça fait A puissance 0 sur factoriel 0, ça fait bien 1. Et on calcule S, c'est S plus U. Ensuite, au fur et à mesure, le U qu'on a ici, on le multiplie par A, on le divise par K, donc on obtient le suivant, et on le rajoute dans la somme. Donc voilà comment on va calculer cette somme. Alors pour quelle valeur de K? Ici, on vous avait imposé que le range, donc vous n'aviez pas trop le choix. Hein. K égale 1 jusqu'à N. Donc le terme K égale 0, ben, on l'avait calculé au préalable. Et ensuite, pour K égale 1 jusqu'à N, on va multiplier par A divisé par K. Donc, parce que divisé par 0, c'était pas joli. Donc ici, à partir de U, si je multiplie par A, je divise par K, ben, j'obtiens U1, que j'obtiens A sur 1. Ensuite, à partir de U1, je multiplie par A, j'ai donc A au carré, et je divise par K, par 2. Ça fait donc A carré sur 2, c'est-à-dire sur factoriel 2, et ainsi de suite. Madame? Oui. Si on met pas le 1 dans le for kind range, est-ce que ça change quelque chose? Enfin, est-ce que c'est vraiment important en fait de mettre les 1 au début? Ah, la différence, c'est que si tu mets pas le 1, ça démarre à 0. C'est implicite. Quand il n'y a pas de 1, ça veut dire automatiquement qu'on commence à 0. Alors, le problème, si tu commences à 0, ici, dans cet exemple-là, c'est qu'on divise par 0. Et diviser par 0, c'est interdit.
Donc, c'est pour ça que le premier terme, le terme qui correspondait au U1, au U0 finalement, on l'a calculé en dehors de la somme pour pas avoir à diviser par 0, en dehors de la boucle. Pardon. Et donc, si on met 1 dans le range, ça veut dire qu'on démarre à 1. Si je mets 0, ça veut dire que je commence à 0. Et si je mets rien, ça veut dire aussi que je commence à 0. Donc, c'est pas la peine d'écrire un range qui commence à 0, parce qu'on ne l'écrit pas, c'est automatique. On l'écrit quand on veut commencer à autre chose que 0, à 1, à 2, etc. Dans l'expression, en fait. Ah, qui c'est qui parle? Il y avait Clotilde et puis il y avait Margot, c'est ça? Oui. Mais vas-y, Clotilde, vas-y. Clotilde, vas-y. Ah oui, mais ça marche pas, on t'entend pas. Écris-le. Ouais. On voit que tu essayes de parler, Clotilde, mais ça ne passe pas. Moi, je l'entends pas. Margot essaye. Moi, je comprends pas comment on retrouve la relation en bleu, là. Enfin, c'est pas évident comment. La relation en bleu. Celle-ci, là? Oui. Ok, je passe au tableau et puis on verra après si on retrouve Clotilde, s'il y avait une question, si c'était la même question. Alors, les termes qui sont de la UK, c'est AK sur factoriel K. Et l'idée, c'est de passer d'un rang à l'autre. Alors, soit je passe au rang suivant, soit je passe au rang d'avant. Je peux aussi écrire plus K plus 1, c'est peut-être plus facile. C'est A K plus 1 sur factoriel K plus 1. Ça, je vois bien que c'est AK fois A. Et en bas, c'est factoriel K que j'ai multiplié par K plus 1. Donc, UK plus 1, c'est UK fois A sur K plus 1. Ou, si c'est UK, je peux dire que c'est, je décale d'un cran, UK moins 1, toujours fois A, et divisé par K. Voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Clotilde? Alors, Clotilde, elle disait dans Mathexo, hop, on a trouvé la Clotilde. Quand on a un cas dans l'expression, il faut forcément mettre dans le for K in range par quel élément ça commence. Ben pas forcément. Des fois, on met pas, parce que si je mets pas par quoi ça commence, je vais avoir, je le retrouve. Ici, on a mis 1 parce que vous voulez que ça commence à 1. Si ça commence à 0, je le mets pas. Quand ça commence à 0, c'est implicite. Donc, si j'écris, ben, comme on a vu dans d'autres exemples avant, voilà. Ici, à chaque fois que j'ai mis un range n, ça veut dire qu'on allait de 0 à n-1. Et tous les exemples ici, range n, je vais de 0 à n-1. Si je veux pas commencer à autre chose, comme ici par exemple, je mets 1. Je mets 1 quand je veux le forcer. Et si on commence à 1, si ça commence à 1, on est obligé de le mettre. Et c'est si ça commence à 0 qu'on n'est pas obligé de le mettre. Quand ça commence à 1, ici, on est obligé de le mettre. Quand ça commence à 0, ici, je ne mets pas. Et ici, ça commence à 1, donc je le mets. C'est quand ça commence à 0 que je ne le mets pas. Ok, c'est bon. Donc voilà pour le calcul de somme. Donc un calcul de somme qui contient à la fois des puissances et des factoriels et qu'on écrit
sans puissance et sans factoriel. C'était assez rigolo. L'exercice 9, donc une somme avec des racines. Donc faire ici très attention de si on fait varier le cas dans un range n par exemple, ce cas il va varier de 0 à n-1. Donc si je mets 1 sur racine de k, je vais diviser par racine de 0. Donc ça va pas du tout. Donc si on veut bien faire apparaître bien calculer ici la somme, si je vous ai obligé à prendre un range n, vous allez me dire le mieux ça aurait été de prendre range de 1 jusqu'à n plus 1. Si je prends un range de 1 jusqu'à n plus 1, mon cas il va démarrer à 1 et va s'arrêter à n. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Mais exprès pour vous embêter, on a fait varier le cas dans un range n. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut modifier, c'est le terme qui est dessous. En fait, on fait un changement d'indice. C'est comme si on mettait ici 1 sur racine de k plus 1. Donc ici, on va passer d'un terme à l'autre en rajoutant 1 sur racine de k plus 1. Comme ça, quand je prends k égale 0, le terme que je rajoute, c'est bien 1 sur racine de 1, ça va. Pour k égale 2, pour k égale 1, pardon, j'aurai 1 sur racine de 2. Et le dernier cas, le k égale n-1, j'aurai 1 sur racine de n. Donc ça, voilà, ça marche. Il faut juste faire attention. Comme ici, on vous a bloqué. Le problème, c'est que vous vous a forcé à prendre un range n, donc de 0 à n-1, ce qui n'était pas le plus intuitif par rapport à la somme qu'on voulait calculer. Mais une fois qu'on vous a bloqué, vous pouvez jouer, vous, après, sur la valeur que vous mettez dans la racine. Alors, l'exercice 10, qui était assez délicat aussi, avec différentes façons. Donc, sur une liste, de trouver le moment, enfin, une liste qui contient un double zéro à suivre, hein, ou pas. Donc, si je regarde la première ici, il n'y a pas de double zéro, il y a des double 1, mais pas de double zéro. Et celle-ci, il y a un double zéro. On ne nous demande pas combien de fois ça apparaît, mais on nous demande si ça apparaît ou pas. Première méthode, donc c'est simplement de parcourir la liste et de prendre les termes deux par deux. De prendre les termes deux par deux. Donc quand je regarde, donc je parcours toute ma liste, je m'arrête à la longueur -1. Faut pas que j'aille trop loin parce que, alors je vais prendre des petites tranches. Vous vous souvenez quand on prend une tranche comme ça, k plus 2, le dernier terme n'est pas pris comme d'habitude. Donc en fait c'est la tranche qui correspond au terme de rang k et de rang k plus 1. Hein, le k plus 2 on ne prend pas. Donc ici c'est bien deux termes consécutifs, k et k plus 1, et je regarde si les résultats c'est 0, 0. Donc au début, le k c'est dans un range qui n'a pas de point de départ, donc ça veut dire qu'on démarre à 0. Donc je fais 0, 1, et je regarde, c'est 0, 0, non. Alors là ça marche pas. Je vais prendre une qui marche, par exemple celle-ci. Là, est-ce que ça fait 0, 0? Non. Donc, je retourne pas le trou. Ensuite, je regarde le 1 et le 0. Non plus, ça marche pas. Je retourne pas le trou. Ensuite, je regarde le 0, 0. Ça marche. Donc, je fais return true et je sors de ma boucle tout de suite. Je sors de ma fonction même. Dès que j'ai fait return, j'ai sorti de la fonction. Donc, dès que j'ai trouvé deux valeurs côte à côte qui font 0, 0, je sors. Je return true et je sors. Alors, sinon, si c'est pas le cas, comme dans cet exemple-là, ça marche pas, le 1, 1, ça marche pas, le 1, 0, ça marche pas, le 0, 1, ça marche pas, le 1, 0, ça marche pas. J'ai fini toute ma boucle sans jamais retourner true. Alors, je me dis, ben, ça veut dire que c'est faux. Si j'ai jamais trouvé deux zéros consécutifs, ça veut dire que c'est faux. Mais il faut bien le dire à un moment donné. Donc, je suis sortie de la boucle sans jamais faire return true. Donc, je fais un return false à la fin et ça marche. Alors, une autre technique, c'est de faire avec un else. Soit je mets true, soit je mets false. Mais le problème, c'est que ici, si je rencontre pas deux zéros consécutifs, ça va renvoyer faux tout de suite. Alors qu'en fait, ils étaient peut-être plus loin. Si je regarde sur cet exemple-là, je fais 0, 1. J'ai pas de double 0. Mais si je fais un false à ce moment-là,
c'est fini, je sors de ma fonction et je suis pas allé regarder si c'était pas plus loin. Donc ici, la deuxième fonction, elle marche pas parce que on regarde pas assez loin, en fait. L'autre technique, c'est de prendre un petit drapeau qu'on met à faux dès le point de départ. On considère que c'est faux, notre truc. Et puis, si on rencontre un cas où c'est vrai, hop, ben, il va retourner sa veste. Il va devenir vrai, mon petit drapeau, et je le ressortirai à la fin. Donc voilà le principe. C'est plus compliqué, je trouve, à écrire comme type de fonction. Et alors, l'avantage, c'est qu'on travaille sur une boucle while. Donc, on va s'arrêter aussi dès qu'on va trouver, on n'est pas sur une boucle for. On va s'arrêter dès qu'on va trouver un cas où c'est vrai. En mettant le return dans le if, hein, on s'arrête avant, en fait, on va pas au bout de la boucle for. Donc, ça marche bien aussi. Donc, tant qu'on n'est pas au bout de la liste et que c'est toujours faux. Donc, comme au début, il est faux, not flag, ça veut dire true. Donc, tant qu'on n'est pas au bout de la liste et que le flag, il est toujours pas vrai, ben, je vais avancer, je vais faire k égale k plus 1, mais je vais tester, en fait. Hein. Je regarde les deux termes consécutifs. Si ils sont tous les deux nuls, ah ben, je change mon fusil d'épaule, ça devient vrai. Je passe au rang suivant, et là, je vais m'arrêter, parce que dans ma boucle while, lui, il sera devenu vrai. Donc, on va arrêter la boucle while. Et on va sortir dès qu'on a obtenu un vrai. Donc, dans la boucle while, ici, on sort dès qu'on a obtenu deux termes consécutifs qui sont nuls, puisqu'on sort parce que j'ai un vrai. Et si je vais au bout de la boucle sans sortir, je m'arrête parce que je suis bloqué par la longueur. Mais je n'ai pas changé mon flag, il est resté à false. Donc s'il est resté à false, ça veut dire que jamais j'ai rencontré deux zéros consécutifs. Donc voilà le principe. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va compter le nombre de zéros. Ici, l'autre fonction, elle compte le nombre de zéros. Dès qu'on a un zéro, on fait compteur égale compteur plus 1. Donc ça, c'est un très très grand classique. Et si j'ai plus que deux zéros, je fais true et sinon je fais faux. Mais ça marche pas. Ça me dit si j'ai plus que deux zéros dans ma liste. Mais ça me dit pas s'ils sont consécutifs ou pas. Donc voilà pour tous ces petits exemples. Mais écoutez, je pensais pas passer autant de temps, mais s'il fallait, il fallait. J'espère que ça a un peu éclairci tout ça. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, là, les intégrales de Wallis, on regardera demain. Je ne sais pas si vous avez tous eu beaucoup de temps. Si vous ne l'avez pas fait bien avancé, reprenez-le, vous vous replongez dedans. Et puis demain, on regarde avec le corrigé, on regarde ça ensemble, voir tout ce qu'on pouvait faire sur cet exercice-là, qui est un exercice assez classique d'intégrale, avec intégration par partie, avec changement de variable, il y a pas mal de choses. Hein. Et c'est vraiment un exercice très classique. Je dirais, il tombe pas tous les ans à l'écrit, mais il tombe tous les 2 ans. Enfin, d'une façon ou d'une autre, caché ou pas caché. Et s'il n'est pas à l'écrit, c'est que quelqu'un l'a lu à l'oral. Donc, gros classique. Donc, à faire absolument. Et on le regarde ensemble demain, parce qu'il n'est pas non plus très facile. Donc voilà, ce sera le programme de demain, intégrale de Wallis. Et puis, dans ce cas-là, mercredi, puisque j'ai un peu décalé, mercredi, on fera des exercices de variables aléatoires. Je vais vous envoyer les trois petits exercices. Je vous les envoie tout de suite. Et comme ça, vous les regarderez pour mercredi, ce qui vous permettra de vous replonger un peu dans les variables aléatoires. Il s'agit de maintenir un petit peu de tout. Voilà. Et puis, donc ça mercredi. Puis jeudi, on fera un nouveau cours. Voilà pour aujourd'hui. Madame, oui. Juste avant, j'avais une question sur l'exercice 10 de l'info. Sur la 2, je comprends pas exactement pourquoi est-ce qu'on dit que ça va pas assez long. L'exercice 10, là. Oui, c'est ça. Celle-ci. Je comprends pourquoi on dit que ça va pas assez loin. Parce qu'en fait, ici, je regarde la première valeur de k, c'est-à-dire mon k égale 0. Je teste.
je teste si j'ai un double zéro. Si j'ai un double zéro, je ressors vrai. Et sinon, je fais return false. Donc, en fait, je vais pas au bout de la boucle. Je ne fais que le terme k égale 0. Parce que le terme k égale 0, je fais un return quoi qu'il arrive. Soit je fais un return true, soit je fais un return false. Si je l'applique à celle-ci, par exemple, comme j'ai deux termes ici qui sont, c'est pas deux zéros consécutifs, tout de suite, ça fait return false. Et dans une fonction, quand on a fait return, on est sorti de la fonction. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, en fait, pour toujours. C'est que dès qu'on fait return, on sort. Donc, on peut plus revenir dedans. C'est-à-dire qu'on peut plus revenir dans notre boucle for. C'est mort, on est sorti quoi qu'il arrive. Alors que si je prends l'exemple d'avant, je sors que si c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est bien que j'ai trouvé deux zéros consécutifs. Si je les ai pas trouvés, surtout, je fais pas de return. Je continue dans ma boucle for. Et je vais tester. Je vais sortir que si c'est vrai. Et si je suis jamais sorti, ça veut dire que c'est faux. Et dans ce cas-là, le return false, je le fais vraiment en dehors de la boucle. Alors que là, il était dans la boucle, il a intervenu beaucoup trop tôt. Il est intervenu dès le premier terme de la boucle. Donc en fait, on ne fait pas la boucle. J'espère que c'est plus clair. Oui, merci. Alors, il y avait des messages, Déma. Pour l'exodis, len L-1, pourquoi on met le -1? Parce que je veux prendre deux valeurs consécutives. Ça, c'est à chaque fois. Je veux prendre la valeur de K et la valeur suivante dans les crochets. Donc, deux termes consécutifs. Deux termes consécutifs. Quand je regarde les deux derniers termes ici, il faut bien que je m'arrête. Le K, il n'a pas le droit d'être le dernier terme. Donc, ce terme-là, c'est-à-dire le terme n-2. Et donc, dans mon range, je m'arrête à n-1. Parce que si je vais jusqu'au bout, le K, il va avancer, il va prendre la dernière valeur, et il n'y a pas de terme d'après. Il n'y aura pas le K plus 1. Que ce soit ici ou là, le K et le K plus 1, il n'existera pas. C'est à cause de ça qu'on bloque au rang d'avant. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? J'ai l'impression. Oui. Si, parce que quand il est à K égale 0, quand il est à, par exemple ici, le premier terme du range, c'est K égale 0, et il compare, il fait la tranche 0 et 1. Donc ça marche. Il fait bien la tranche 0, 1. Si les deux premiers, c'est des 0, comme c'est 0, 0, il fait return true tout de suite. Mais le fait qu'on s'arrête, c'est qu'il faut les bornes, en fait. Quand on prend ces deux-là, ou les deux suivants, il ne faut pas qu'ils prennent le dernier et le suivant. S'il prend le dernier et le suivant, ça n'a pas trop de sens. Il n'y a pas de suivant. Bien, bah c'était bien ce petit sujet d'info. En tout cas, la cuisinière, ça a plutôt bien marché. J'ai vu que vous avez plutôt bien répondu. Normalement, vous avez accédé à vos réponses après vos copies assez facilement. Ceux qui étaient un petit peu en retard, donc j'avais laissé jusqu'à hier soir et après ça a été libéré. Donc j'espère que vous avez bien pu récupérer vos copies avec les corrections dessus. Bon, bah écoutez. À demain, vous jetez un petit coup d'œil aux intégrales de Wallis et puis on se retrouve demain. Puis vous avez un devoir à la maison aussi, je crois. Voilà. Travaillez bien. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.